Salam alaikum, Azul, bonsoir. C'est une histoire que je vous avais déjà racontée il y a quelque temps, mais qui me revient souvent à l'esprit, pour tout ce qu'elle évoque et qu'elle ravive. C'était au début des années 80, je venais de me faire un nouvel ami, Sabah Abdelkader, Rabbi Rahmou. La Sonipec de Sidi Bel Abbès, où je travaillais moi-même, l'avait recruté comme chauffeur. Il avait dépassé la quarantaine alors, et c'était quasiment son premier emploi. Son premier emploi à plus de 40 ans. Il appartenait, si Sabah Abdelkader, à la moyenne bourgeoisie algérienne installée au Maroc où il était né. Sa famille possédait une ferme, une station d'essence et des biens immobiliers. Comme de nombreux autres Algériens, ils avaient été chassés du Maroc par le roi Hassan II après que Boumedienne ait banni ces milliers de ces Marocains et de ces Marocaines qui vivaient en Algérie où ils étaient eux aussi nés, où ils se sentaient chez eux. Une honte indélébile et une tragédie dont il faudra bien parler un jour. Et c'est ainsi que mon ami Si Abdelkader, c'est ainsi que je l'appelais, se retrouva en Algérie avec femme et enfants à chercher un emploi pour pouvoir nourrir sa famille. Et c'est ainsi qu'il devint chauffeur dans notre cher Sonipec d'alors. Nous avons très vite lié amitié, lui et moi. C'était un conteur comme on n'en fait plus. On ne se lassait pas de l'écouter. Et il était aussi drôle que volubile, d'un humour décapant, un humour du terroir, avec ce savoureux accent marocain. Un jour que nous nous rendions, lui et moi, à Alger, lui au volant et moi à ses côtés, il m'a raconté une histoire qui allait frapper mon imagination et s'y ancrer pour toujours. Il me parlait de son défunt père avec une infinie tendresse. Il disait « bon ». Et j'ai vu une rosée fugitive perler entre ses cils. Son père était très malade, toujours alité. Il avait un diabète sévère et les médecins avaient dû l'amputer d'une jambe. Un jour que Si Abdelkader entra dans sa chambre, dans la chambre de son père, pour lui servir un verre de thé, il le trouva en train de se gratter les orteils à l'endroit où était sa défunte jambe, celle qui avait été coupée. Il avait les yeux fermés et il se grattait furieusement, dans le vide. Il grattait le vide, comme si ses orteils étaient encore là. Si Abdelkader, très étonné, lui demanda ce qu'il faisait comme ça en grattant l'air. Et son père lui répondit que ses orteils, qui n'existaient plus, lui le démangeaient beaucoup. Et qu'en fermant les yeux et en se grattant dans le vide, là où il ressentait encore la présence de ses doigts de pied, cela le soulageait vraiment. Sur le moment, je n'ai pas compris grand-chose à ce que Si Abdelkader me racontait. Ce n'est que bien plus tard, quand j'ai ressenti moi-même, moi aussi, la brûlure de l'exil, que j'ai compris le sens profond de cette histoire que me racontait mon cher ami, avec sa verve et sa subtilité habituelle. Il voulait me dire que la nostalgie de son cher Maroc, de son pays perdu, où il était né, où il avait grandi, où il avait aimé, où il avait fondé une famille,
tout ça le démangeait quelque part, furieusement. Les souvenirs de sa vie dorée dans ce pays qu'il avait tant chéri et d'où il avait été si injustement chassé, lui labouraient le cœur. Ces langoureux souvenirs, de la même manière que le membre disparu de son père le démangeait si affreusement. Quand si Abdelkader nous parlait de son pays natal, de sa patrie d'adoption, c'était un peu comme s'il grattait jusqu'au sang une vieille blessure. Et c'est cela que j'allais ressentir moi-même bien plus tard, quand je pris les chemins amers de l'exil. La nostalgie qui vous étreint, qui vous enveloppe tout entier et vous replonge dans des souvenirs toujours sublimés, vous prend, vous happe. En fait, ce sont nos racines profondes qui se trouvent encore dans le pays aimé et qui continuent de là-bas à se tordre en nous pour que jamais nous ne puissions oublier ces terres chaudes, ocres et rudes où nous sommes nés, où nous avons tant aimé. Algérie, un président fantomatique. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Yasmina Karima Bennini, journaliste. Yasmina, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et Boukhalifa Ben Mamar, journaliste, militant politique, que je remercie pour son émotion pour notre pays commun qui nous manque tant. Bonsoir Jamal, bonsoir madame. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci. Et depuis Alger, nous allons avoir avec nous dans un petit moment Zoubida Assoul, avocate, présidente de l'UCP, parti politique. Alors, mes chers amis, le sujet du jour, même s'il n'a rien à voir avec l'introduction d'aujourd'hui, est celui de ce président fantomatique qu'on ne voit plus, ou alors si peu. Après plusieurs semaines passées en Allemagne, il est revenu juste pour signer la loi de finances et pour promulguer la nouvelle constitution. Il est reparti. On n'en a plus entendu parler, rien, aucun communiqué, aucune information sur son état de santé, alors que les rumeurs les plus folles circulent. On parle même d'une dégradation très importante de son état de santé. Mais rien, aucune information. Ils n'ont pas considéré ceux qui ont le vrai pouvoir dans ce pays de nous informer un tant soit peu. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Lui qui était parti, nous avait-il lui-même dit pour un petit problème du pied, soigner son pied? Et il n'a plus donné signe de vie. Qu'est-ce qui se passe selon vous? Puisque nous n'avons pas d'autre choix que de spéculer, que d'imaginer, que de supposer. Yasmina. Alors déjà, sa première absence était problématique en tout point de vue, même si son problème est un problème de légitimité.
et que, voilà, le président, nous n'avons pas. Et il avait parlé de 2 ou 3 semaines d'absence supplémentaire, d'une façon assez théâtrale, parce qu'il était arrivé par Twitter, pas par les canaux traditionnels. Donc ça aussi, ça interroge. Et on a l'impression qu'il a été écarté, parce que quand il est arrivé sur Twitter, il aurait pu parler sur le NTV, par le biais de l'NTV, par le biais de l'AFP, comme c'est la tradition normalement. Alors, a-t-il été empêché ? Ensuite, vous avez évoqué, vous avez fait une magnifique introduction. Merci. Cependant, il circule des histoires qui ont au contraire quelque chose à voir avec l'état de M. Tebboune. On parle, et bien sûr, je parle simplement d'une rumeur, d'accord ? C'est encore à l'état de rumeur. Cependant, toutes les personnes à qui j'en ai parlé m'ont dit que c'était tout à fait possible avec un regard plein de sous-entendus. Savent-ils quelque chose? Je ne saurais vous le dire. Oui, plein de rumeurs circulent qui seraient fait amputer, voilà, qui seraient dans un état gravissime, dans le coma, on dit des tas de choses. C'est la raison pour laquelle votre introduction était très belle, parce que d'abord, c'est une belle métaphore. Une belle métaphore, parce que, vous savez, De Gaulle a dit un jour, j'ai mal à la France, nous avons tous mal à l'Algérie, et puis notre président nous gratte. C'est-à-dire ce membre manquant, cette institution que nous n'avons pas. L'avons-nous eu un jour seulement? Jamais eu, justement. Je me le demande également. Et puis, ce président qui ne contrôlait rien, il est arrivé sur un tank, sur un char, comme ses prédécesseurs, même les plus vertueux. Qui ont quitté ce monde, à qui on a fait quitter ce monde. Donc le syndrome du membre manquant, parce que ça s'appelle comme ça gratte, tous les amputés le savent. Cette mémoire, ces circuits neuronaux qui existent, ils existent chez l'humain à titre individuel, mais aussi dans les sociétés. Nous tous souffrons d'un certain nombre de choses. Alors parfois, ça paraît un peu poétique de dire que telle ou telle chose heurte l'âme algérienne, mais je sais de quoi je parle. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressens. Vous avez parlé du déracinement. Saviez-vous, par exemple, que 30% des déracinés, où que ce soit, même régionaux, mais quand c'est en plus un déracinement violent, brutal, violent, ou même en douceur, même les gens qui sont venus faire leurs études à l'étranger, en France par exemple ou ailleurs, et qui y sont restés, il y a un moment où il y a ce phénomène cliqué, c'est-à-dire ils ont avancé et la porte derrière eux s'est refermée pour X raisons. Eh bien, saviez-vous que 30% des déracinés, et dans les hôpitaux on le sait bien, souffrent de maladies chroniques, plus 30%. Quand vous allez dans un service de diabétologie ou autre, vous vous rendez compte qu'il y a surtout des pièces rapportées. Et ce n'est pas que génétique, parce que j'en ai parlé avec des médecins, etc. Ce n'est pas que génétique. C'est sur le Lancet Journal, il en a été question il y a quelques années, en 2015-2014. Dans tous les cas, il y a 30% de déracinés qui souffrent de maladies chroniques. Et nous sommes des déracinés ici, mais quelque part, nous sommes aussi des déracinés là-bas. Nous ne sommes pas dans un contexte, les Algériens de l'intérieur sont complètement déphasés. Voilà, pour ce qui est du syndrome du membre amputé et de cette belle métaphore que vous avez offerte ce soir. Bouchelfa. En fait, moi, je serais tenté de vous répondre ce que répondent en général les prêtres, mais je vais leur emprunter leur métaphore. Les voies du sérail sont impénétrables, donc ça a toujours été le cas. Quand Boumediene contractait sa maladie, d'ailleurs ça a été l'occasion pour créer toute une œuvre romanesque autour de sa disparition, qu'il aurait été empoisonné. Voilà. Donc jusqu'à ce que sa dépouille, transitant par Moscou, revienne à Alger, qu'il y a eu toute cette j'ai discuté avec un certain nombre de personnes, m'ont dit à l'époque il y avait autant d'Algériens qui pleuraient un disparu, mais pour certains c'était des larmes de joie, ce qui est paradoxal aussi. Oui. Et pour revenir juste à l'intro, il y a une référence très forte, c'est cette notion de l'Éden. L'Éden est toujours perdu par essence. Oui.
Voilà, donc c'est ce qui... En effet. C'est-à-dire que l'essence de l'Éden, c'est d'être Et c'est pour perdu. ça que nos souvenirs sont toujours sublimés, plus Oui. beaux que ce qui s'est réellement Ça, passé. c'est un effet de la mémoire. Oui. Mais c'est-à-dire que la plupart, moi, ma génération, c'est des gens qui sont partis la mort dans l'âme. Quand on quitte ce pays, c'est que les conditions... on n'est pas parti pour aller faire autre chose, on est parti par la force des choses. Moi, j'ai quitté l'Algérie juste après mon service militaire durant les années de Braise. Donc, c'était pas évident. Et j'ose à peine imaginer ceux qui n'ont pas eu cette chance à la limite, 20 ans après, j'ai du recul, je me dis, était-ce le bon choix? Parce que non seulement il y a le déracinement, il y a aussi, moi je le dis et je l'assume, il y a, pour ma part, j'ai une espèce de sentiment de culpabilité d'être parti, même si je sais qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Mais voilà, donc j'ai aussi ce sentiment de culpabilité. Je ne vais pas déclarer la flamme que je porte à mon pays parce que je trouve que c'est indécent, parce que d'autres l'ont fait avant moi de manière démagogique. C'est devenu un fonds de commerce pour beaucoup. Oui. Mais ce qui nous fait de plus en plus mal, ce n'est pas tellement le souvenir ou la nostalgie, c'est de se dire par décade, ce pays qui s'enfonce pas uniquement dans la crise, mais qui s'enfonce au sens propre du terme. C'est peut-être pour ça qu'il nous manque beaucoup. Le pays se serait mieux porté, peut-être que nous aurions été un peu plus distants à la limite. Beaucoup d'entre nous se sont adaptés à leur pays d'adoption, leurs enfants y sont, leurs familles. Mais le fait de savoir son pays si mal en point, ça réveille quelque chose. Non, parce qu'il y a des petites meurtrissures qui sont là, même si on arrive à donner le change et dire que voilà, on tient le change, mais en réalité, on a tous, chacun d'entre nous, une cour où c'est pas forcément joli. Oui. C'est-à-dire que voilà, donc on recrée pour certains un phénomène on est en train de devenir une diaspora, en fait. Jusqu'à la fin des années 80, on ne l'était pas. Oui. Parce que ceux qui partaient pour des études, partaient parce que c'était un choix. Mais à partir des années 90, ça ne l'était plus. Ça ne l'était plus. Donc les gens ont dû partir parce que, jusqu'à la menace physique, les gens ne voyaient pas essayer de se projeter dans un futur, même à court terme, ne le pouvaient pas. Donc du coup, on est en train de devenir une diaspora parce qu'on est parti dans des conditions. Et je pense que tout ce qui arrive, parce que je reprendrai toujours la chanson de Cheikh El-Hasnaoui, qui remonte et pourtant à très longtemps. En substance, il disait en kabyle, il disait la Maison Blanche. Il disait que les gens prenaient une valise et prenaient un truc et partaient. Un chant et il y avait déchirant. une image dans cette poésie. Ouais. Il disait que les villages étaient vides. Ils sont remplis d'enfants et de femmes. Oui. Voilà. Tous les hommes sont partis. Voilà. Et puis on se retrouve presque 88 décades plus tard. C'est le cas. À titre personnel, le village d'où je viens, à partir de 97, il y a plus de 350 jeunes qui sont partis. C'était un village où aujourd'hui, pratiquement, il y a... Sinistré. Voilà. Alors, nous allons... D'ailleurs, oui. je voudrais juste dire qu'en effet, moi je partage tout à fait ce sentiment de culpabilité dont vous parliez. C'est pour ça que j'étais venue au début des années 90 et j'ai essayé de repartir. J'ai fait beaucoup d'allers-retours pour surmonter ce sentiment de culpabilité et vivre la même expérience que celle qui se vivait durant la décennie noire. Mais... c'est un petit peu passé grâce, bien sûr, au Hirak, parce que l'occasion nous est offerte, merci mon Dieu, de redonner 16 ans à nos parents, je ne dirais pas de prendre le maquis, mais
de payer notre dette aussi en étant ici. C'est pour ça que ça nous tient Faire tellement à notre cœur. part. Jouer notre partition, faire notre part, alors que ce soit voulu ou pas, parce que ces dernières années, avec les difficultés, on a commencé à entendre quelques griefs. Ne vous occupez pas de ce qui se passe en Algérie, vous êtes loin, c'est fini, etc. Et est venu cet article infâme qui a fait du déraciné un citoyen de seconde zone et donc de seconde catégorie. Et là, ce sentiment de culpabilité s'est atténué parce qu'on était plutôt dans un sentiment de colère en disant mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là qui veulent briser ce pacte et ce lien naturel entre les Algériens du dedans et du dehors. Et ensuite est venu le 22 février et nous voilà sur la place, comme disent les jeunes. J'aime bien ce genre de causerie qui n'est pas dans le sujet du jour. Ça permet d'humaniser un peu ces émissions, de ne pas en faire un échange froid. Mais c'est la transversalité, parce qu'on est au cœur du sujet, mais de façon transversale. Où on garde cette partie humaine de nous-mêmes, même si nous allons dans des monstruosités. Alors, j'aimerais... vous savez, moi, quand je fais une émission, je mets sur mon mur Facebook, je fais telle émission aujourd'hui. Alors, comme aujourd'hui, Microscope, rendez-vous, Algérie, un président fantomatique. Et je vais vous lire de temps en temps les commentaires qu'ont fait nos amis. Alors, Farid Dessaad, fantomatique, inutile et illégitime. Sa maladie doit appeler à un état d'empêchement de leur président malade, désigné par un dictateur mort ou assassiné. Mais ce qui m'agace encore plus, c'est que si l'article 102 est appliqué, on aurait comme président un tyrannosaure de 90 ans qui pète la forme au sens propre comme au sens figuré. Il a tout dit. Mais le comble du comble, c'est que très vraisemblablement, de toutes les façons, même si Tebboune s'en sort, ce qu'on lui souhaite, Inch'Allah Ibra, il ne pourra plus jamais assumer. Ça saute aux yeux, c'est évident. Et d'ailleurs, ce qui fait le malaise en ce moment au sein du régime, c'est à cause de ça, parce qu'ils savent qu'il ne revient pas et qu'il va falloir penser à le remplacer. Et ils ne se mettent pas d'accord sur celui qu'ils doivent désigner, non pas sur le futur président élu, mais sur le président qui va encore sortir de la casquette. Mais M. Tebboune, même en forme, même quand il était dans une relative forme, c'était de la poudre aux yeux quand même. Je veux dire, regardez quand il est revenu. Il n'a pas fait un crochet par Al-Mouradia, par le palais présidentiel. Rendez-vous compte, il n'a pas eu affaire à l'exécutif, à son Premier ministre, rien du tout. Il n'a eu affaire qu'à l'état-major. Et il est venu par Boufalik. Et il est arrivé par Boufalik pendant aéroport militaire. Que Rabet Zahir arrivait en avion présidentiel lui aussi. Je veux dire, et puis surtout, quand vous dites fantomatique, ça trouve tout son sens parce que ça nous hante. Je veux dire, c'est quelque chose qui est sourd et qui hante les Algériens. Alors, l'Eswoud Magaroni, la malédiction du fauteuil d'Al-Mouradia. Sans la légitimation du peuple, vous passerez tous à la trappe. La désignation de ce faux élu en est une autre preuve. Alors, mais les conditions historiques qui font que cet élan révolutionnaire est porteur d'une vision, est porteur d'un projet, c'est ce moment-là que les acteurs de cet élan révolutionnaire doivent lui donner un contour, un corpus, et surtout un corpus. Pourquoi ? Nous savons en face de qui nous nous trouvons. On sait qu'on est en face d'un régime qui n'a pas de légitimité. Ça, on le sait, on l'assume et on le proclame. Moi, il y a une phrase qui m'a valu courant 2019. Je disais que, par exemple, que l'état-major était destitué une fois par semaine par le peuple algérien. À chaque fois que... Voilà, la révolution le destituait. Et oui, puisque le premier slogan était Madaniya, Machi Askari. Voilà, donc à partir de là, aujourd'hui, d'un autre côté, le risque pour les acteurs de la révolution, c'est qu'ils doivent quand même faire preuve de créativité et d'imagination. Parce que le temps est un facteur qui peut jouer en notre faveur, mais qui peut jouer aussi en notre défaveur. Ceux qui ont cru qu'on pouvait en venir à bout en l'espace
de 30 ou 40 vendredis se sont trompés quand même. Donc, un régime qui a presque 60 ans, on ne peut pas le faire tomber de cette façon. Mais nous allons en parler du Hirak tout à l'heure. Nous Oui. allons en parler parce qu'à partir de maintenant, nous allons en parler dans toutes nos émissions, parce que le 22 février semble être devenu dans l'esprit de tous les Algériens une échéance, une date butoir mais je pense pour repartir. je pense qu'aujourd'hui, il va falloir quand même, il faudra quand même que ce saut qualitatif de cet élan révolutionnaire puisse se transformer et se mettre sur pied. Pas seulement des marches, pas Voilà, seulement des... donc aujourd'hui, donc, la démonstration des marches, elle a eu comme un effet libérateur. Donc, la peur a pratiquement changé de camp. Les arrestations massives ne sont que le signe d'une fin de règne, non, d'une fin de régime. Oui. Je me suis permis même une fois, sur un temps de plaisanterie, mais c'était pas si plaisanterie que ça. J'avais dit les présidents de fin de régime, en général, leur espérance de vie, ça me rappelle la fin de l'Union soviétique, à partir de Brejnev. Tous ceux qui sont arrivés après lui n'ont pas fait long feu. Celui qui a accompagné l'Union soviétique jusqu'à la tombe, ça a été Gorbatchev. Il recyclait les vieux classiques. Oui. Et ils avaient quoi, 3, 6, 7 mois d'espérance de vie. Pourquoi ce genre de régime, celui d'Algérie notamment, pourquoi n'ont-ils pas choisi un président, au moins qui tienne la route, qui soit un peu un genou, qui, comme a dit notre ami, qui pète la forme, excusez pour le terme. Ce n'est pas les nervis de ce genre qui manquent dans la périphérie du régime. Nous le savons très bien. Ils grouillent, ils pullulent. Pourquoi avoir choisi un Tebboune qui était très malade déjà avant d'avoir été désigné ? Ils ont choisi celui qui était le plus corvéable à merci, d'une part, et d'autre part, il faudra qu'ils choisissent ceux qui ne représentent pas, qui ne portent pas une once d'ambition politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous risquez de vous retrouver avec quelqu'un qui est en forme, qui risquerait éventuellement d'avoir un sursaut de conscience. Ou alors peut-être qu'ils préfèrent choisir des gens susceptibles d'être enterrés plutôt que des gens qui pourraient les enterrer. Effectivement, on peut voir les choses dans cette optique. Mais la nature même du régime n'est plus à... vous savez, le régime a été complètement démystifié par le peuple. Ah oui. Vous voyez ne serait-ce que le sens de l'humour des Algériens. Ça fait depuis même l'époque de Boumediene, on a complètement déshabillé ce système. Donc les gens savent comment ça fonctionne. À un moment donné, c'est vrai que ce qui maintenait les gens dans leur position, c'était la peur. Il n'y a plus de peur. Les gens, ils savent que quand ils vont manifester, qu'il y a probablement plus de chances de se faire attraper. L'histoire de l'étendard Amazir l'a démontré. Ils en ont fait un cheval de bataille. Ah oui. Du jour au lendemain, on a vu des gens à Naba, à Oran. Voilà, juste pour dire, vous ne nous diviserez pas. Tout à fait. Et puis ça s'est fait. Et donc à un moment donné, il y a des lignes qui ont été, il y a des paliers qui ont été franchis. Donc le régime est vieillissant, il est en train de se finir. Mais c'est vrai que l'arrière-cour du système, elle est là. Il y a la rente pétrolière, et puis il y a l'environnement géopolitique qui est en notre défaveur. Donc la France va pester contre la Russie parce qu'on a arrêté l'opposant russe qui a, voilà, à 2 heures de vol de Paris. On a des centaines de jeunes qui sont arrêtés. Et pas un mot. Pas le moindre mot. Alors, Maître Zoubida Assoul est avec nous, avocate, présidente de l'UCP. Merci d'avoir accepté notre invitation. Zoubida Assoul. Bonsoir, c'est Jamal. Bonsoir. Bonsoir, je salue vous inviter sur le plateau. Merci. Bonsoir, Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Zoubida Assoul, une gérontocratie qui dirige le pays, une gérontocratie militaire, mais qui a toujours su se ménager des façades en trompe-l'œil. Ça veut dire un parlement qui n'est pas élu, où les parlementaires achètent leur siège en beshkara, comme on dit. Un conseil constitutionnel qui n'en est pas un, mais juste pour la forme, mais qui n'en demeure pas moins un conseil constitutionnel formel. Cette gérontocratie aura trouvé toutes les parades, sauf en une chose, pour le président. C'est une gérontocratie qui aurait pu se payer le luxe
d'avoir un jeune qui puisse durer, qui puisse tenir le coup, qu'on puisse utiliser jusqu'à pouvoir le jeter quand on voudra. Or, qu'est-ce qu'ils font? Ils remplacent un malade par un autre malade, un vieillard par un autre vieillard, encore plus malade que le premier. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train de creuser leur propre tombe, ces gérontocrates? Je pense que le système était acculé avec la révolution pacifique qui a commencé le 22 février. Mais en fait, le système de Bouteflika était très affaibli quand même depuis 2013, 2012. À partir de 2012, je pense que le système s'est affaibli pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, la corruption qui a été érigée en mode de gouvernance en Algérie a fait que toutes les compétences, ou bien elles ont été marginalisées, ou bien carrément éjectées de la sphère de décision. Donc du coup, toutes les institutions de l'État ont connu une certaine faiblesse, et par la suite, au fur et à mesure, avec la maladie chronique de Bouteflika en 2013 avec son AVC, donc c'est devenu carrément une déliquescence parce que il n'y avait plus beaucoup, dans toutes les institutions, à tous les niveaux, il n'y avait plus beaucoup de gens qui avaient de la compétence, qui pouvaient décider. Donc après, moi j'ai envie de dire qu'en fait Tebboune a été choisi par Bouteflika. Il ne faut jamais l'oublier, lorsqu'il est parti à la Zawiya de Adrar et qu'il a dit au cheikh Aqra alayh parce que هذا هو اللي راح يخلفني. Donc, moi, je pense qu'effectivement, c'était le poulain de Bouteflika, du clan de Bouteflika, parce qu'il est docile, il a été éjecté en tant que Premier ministre en quelques mois, et pourtant, quand il est sorti, sa première déclaration, c'était سأدعم العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة. أقسم بالله أقسم بالله. Voilà. Donc, en fait, le choix a été fait. Par la suite, je pense que l'institution militaire, surtout depuis l'arrivée du feu Gaïd Salah en 2004 ou 2005, il a fait que aussi au niveau de l'institution militaire, beaucoup de compétences ont été écartées parce qu'il avait besoin surtout de gens dociles à qui il pouvait donner des ordres sans trop discuter. Donc aussi, l'institution militaire elle-même a été très affaiblie. L'Algérie est devenue vulnérable et c'est ce qui d'ailleurs apparaît aujourd'hui à travers quelques dossiers de malversation, de corruption et de dilapidation des deniers publics. Il y avait des ramifications aussi bien à l'extérieur, aussi bien dans l'Occident que dans l'Orient. Donc ça explique que finalement c'est cette faiblesse, l'absence de compétences, l'absence de gens capables de dire non quand il faut dire non, quand les intérêts du pays sont touchés, quand l'État algérien est touché. Donc il n'y en avait plus. Et après, bien sûr, le feu Gaïd Salah, quand la révolution a commencé, oui, il a trouvé la parade, oui, vous dites que pas de 5e mandat, ok, on va enlever Bouteflika, mais moi je reste. Alors qu'on nous dit, d'après ce qu'a déclaré Mme Louisa Hannoun, que le clan des Bouteflika, Saïd aurait dit le président ne va pas se présenter pour le 5e mandat, mais il aurait dit nous partons tous, c'est-à-dire le gouvernement, y compris le vice-ministre de la Défense. Et c'est comme ça que Gaïd Salah a manipulé la situation pour paraître le sauveur, encore une fois, et voilà. Celui qui a fait partir Bouteflika, alors que Bouteflika était partant, Saïd avait décidé de lâcher le morceau, puisque c'était Saïd qui commandait à tout le monde, y compris à Gaïd Salah. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, celui qu'ils ont choisi, qui était déjà malade et qui aujourd'hui est dans un sale état, on nous dit même qu'il serait dans un état, j'allais dire, critique. Aujourd'hui, c'est une vacance absolument totale. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'institutions, il n'y a plus rien, même pas de simple communiqué de santé. Serait-il menteur, serait-il faux? Même pas de quelconque directive, même pas une désignation. Et on apprend dans le même temps que beaucoup de gens qui sont censés être nommés ou limogés par décret
sont nommés ou limogés en l'absence de ce même président, et on se demande qui alors est en train de signer ces décrets. Et ça sonne un peu comme un remake de l'affaire Bouteflika, à qui on faisait signer des décrets par son frère. Vous savez, si jamais, je pense que le feu Gaïd Salah a préféré Tebboune, ou les gens qui ont cautionné Tebboune dans l'institution, je pense qu'ils l'ont beaucoup plus cautionné parce que c'était le candidat le plus faible. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'avait aucune assise politique, on va dire politique dans le sens partisan. Il n'avait pas de parti politique qui l'a adobé, qui l'a parrainé. Et il n'avait pas, bien entendu, une assise populaire, encore moins. Il n'avait pas de clan comme l'avait Bouteflika, qui a fini par avoir un clan autour de lui, des réseaux, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc en fait, je pense que le choix a été fait parce que c'est quelqu'un qui n'a pas d'assises, c'est quelqu'un qui n'a pas de parti politique qui le cautionne, donc on peut faire de lui ce que nous voulons. Mais en fait, moi je l'avais dit déjà en 2019, qu'en fait le choix en allant vers ces élections-là qui étaient rejetées par la majorité des citoyens et citoyennes, cette élection était juste pour avoir cette parade, pour gagner du temps, parce qu'ils ne savaient pas comment faire face à ce mouvement populaire qui s'inscrit dans la durée, qui est pacifique en plus, et donc il fallait trouver Tebboune, donc ils l'ont trouvé. Mais Tebboune, quand il a fait l'élection et que par la suite il a tourné le dos aussi bien au Hirak, alors qu'il avait promis de tendre la main au Hirak à l'opposition, il avait tourné le dos complètement et il a commencé à dérouler la feuille de route. Il faut aller vers l'amendement de la Constitution. La réponse a été, mais alors une réponse fantastique, c'est que presque 80% des électeurs ont tourné le dos aussi à ce projet d'amendement. Pour moi, je suis une politique, Tebboune politiquement est mort après le référendum du 1er novembre. Et restez avec nous, Zoubida Assoul. Nous allons essayer de faire tourner le micro et je vous demanderai, mes chers amis, à partir de maintenant, d'avoir des réponses assez dynamiques pour qu'on puisse tourner un peu le micro et aborder plusieurs questions qui vous attendent. Alors, d'abord un commentaire sur ce qui a été dit. Ah oui, largement. Nous avons oublié un chiffre important. Oui. C'est 85. 85 jours d'absence. 85 jours, presque 90 jours. Oui, voilà, donc il paraît que c'est un record. C'est un record, il a battu celui de Bouteflika. Celui de Bouteflika, il l'a battu, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le record mondial. Je n'aime pas le plus, le moins. Je suis sûr et certain que c'est le cas. En tous les cas, c'est assez honteux. On ne connaît pas de chef d'État qui soit soigné autant de temps à l'étranger. En tous les cas, en Algérie, c'est sûr. Surtout de la part d'un président qui disait que nous étions le fleuron de la médecine en Afrique. Et au Maghreb. Et surtout, on nous avait parlé d'une banale intervention au pied. Oui. Une banale intervention au pied aurait pu se soigner à Nadja. Donc nous sommes vraiment dans au ras des pâquerettes. Et le problème de ce régime, c'est que c'est comme un tissu. Il n'y a pas vraiment de volonté. C'est une nébuleuse. C'est comme un tissu organique comme ça, qui prolifère au gré des intérêts. Moi, je dirais un bouillon de culture. C'est un bouillon de culture, oui. Alors, une question. Pourquoi ont-ils choisi Tebboune? Zoubida Assoul l'a suggéré et il a même répondu. C'est à ça que je voulais répondre tout à l'heure, parce que d'abord, ce n'est pas le plus corvéable, mais c'est le plus, dirigeable. C'est le plus dirigeable. Manipulable, oui. Etc. Parce que, bon, déjà, ils le connaissent bien, parce qu'ils sont de la même classe d'âge, donc ils ont l'expérience de ce monsieur. Mais Bouteflika, quand il a choisi Gaïd Salah, je me permets de vous interrompre, je vous rends la parole. Bouteflika, quand il a choisi Gaïd Salah, il a choisi sur les mêmes critères. Mais bien sûr. Parce qu'il avait un chef d'état-major dirigeable, comme vous dites, manipulable à souhait. Oui, mais vous savez, un jour, on s'est amusé ici même avec tous ces termes-là, justement, de gérontocratie, d'oligarchie, de népotisme, etc. Mais on en a oublié un, c'est la cacocratie.
La cacocratie, c'est la médiocratie. Non, la médiocratie, ça veut dire que c'est un système, et ça a été étudié, hein, ça a été, je veux dire, théorisé. Hein. La cacocratie, c'est pour qu'un régime reste en place, eh bien, on essaye de choisir les pires. Entre comment dire, médiocres, pour que la machine puisse continuer. Sellal, Ould Abbas, Ammaroul, Tléba, c'est vrai qu'ils ont choisi Haddad. Lui, malade ou pas, c'est Kif Bourrico. Parce que, justement, la poudre aux yeux dont je vous parlais, il était censé réduire les tensions sociales, essayer de, voilà, le Hirak al-Mubarak, etc., avec des fortes doses de choses nouvelles, d'expressions nouvelles dans sa bouche, c'est-à-dire des expressions très, comme ça, bigotes. Et puis, donc, il nous avait parlé de l'augmentation de la production du gaz, des ressources minières. De ne plus importer une goutte d'essence, de commencer à exporter à partir du 1er janvier. Oui, de la révision électorale, enfin tout ça, ben, là, c'est un sacré menteur. Avant, mais en était-il capable? Il n'avait pas le pouvoir, ni dans la société civile, ni auprès de l'armée. C'est eux qui l'ont fait venir justement pour... Enfin, il a un pouvoir. Et ça, je discute avec mon oncle, un oncle que j'écoute beaucoup, et il m'a dit, il a un pouvoir, celui de bouder. C'est le seul pouvoir qu'il ait. Et moi, celui de ne rien dire. Oui, celui de bouder. Oui. Celui de bouder. Et donc, il est arrivé, encore une fois, c'est comme s'il avait forcé une porte. Pour une fois, il a été chenapan. Il est arrivé sur Twitter, hein, à la grande surprise de tous, apparemment. Et voilà. Et compte Twitter qui lui ont supprimé pour le remplacer par un compte Twitter présidence. Ça veut dire son compte Twitter personnel a été supprimé et il a été remplacé par un compte Twitter officiel géré par la présidence. Khalifa. De toute façon, j'ai aimé l'expression dirigeable, le fameux Zeppelin qui a flambé en l'air. Surtout que ça flotte. Donc voilà, c'est gros. Il a flambé en l'air. Voilà, tout à fait. Ça flottait, mais ça a quand même coulé. Oui, ça a coulé parce qu'il a complètement... il a pris feu, hein, il a pris feu en plein Ils n'ont vol. pas pensé que le gaz était inflammable. Oui, enfin, c'est une erreur de conception. Ouais. C'est une grosse erreur de conception. Donc, la nature du régime n'est plus... je pense que plus tard, notre régime pourra faire l'objet de travaux dirigés chez les premiers étudiants en sciences politiques. Donc, c'est pas quelque chose de... Par contre, le mal profond qu'il a causé quand même à la société, lui, quand même, il va nous léguer après sa disparition, il va nous léguer quand même quelque chose. Qui, lui ou le système? Le système. Donc, le système. Oui. Donc, le personnage est symptomatique d'autres personnages produits par le système. Donc, il a toujours été un commis de... Je ne vais pas dire un commis de l'État. C'est un commis du système. Avant de partir, il a fait cette fameuse déclaration, oui, une déclaration qui n'avait jamais été faite jusque-là par aucun autre président qui l'avait précédé. Il avait dit « L'armée est à la tête de l'État ». Et moi, je m'attendais parce que c'est contre-productif, y compris pour l'armée. Ça s'appelle les pieds dans le plat. Les pieds dans le plat. Diplomatiquement. Et puis c'est contre-productif, y compris pour l'armée qui fait tout pour ne pas paraître être le maître du jeu. Oui. Et il a dit à la télé, c'est passé comme une lettre à la poste. Ça n'a pas provoqué plus de remous. Oui, mais Jamal Din, il y a quelque chose qui peut frapper les esprits dans un premier temps. C'est-à-dire que nous, on oublie de décoder ce genre de comportement. Les pouvoirs qui se sont succédés en Algérie. Donc, tout le monde sait à peu près sur quelle base ils ont été, et le système de cooptation. Mais ce qu'on oublie, c'est que la perspective historique, qu'est-ce qu'elle nous renseigne? On peut aller encore plus loin. Les dynasties qui ont gouverné l'Afrique du Nord. Le système du califat qui vient de cet empire musulman, il s'est basé sur quoi? Il s'est basé sur des liens d'allégeance. Donc aujourd'hui, en 2021, donc les personnes qui sont censées être la façade civile du régime donc doivent prouver de façon publique
ces liens d'allégeance. Ça n'avait jamais été fait comme ça. C'est- Ils ont toujours dit l'armée ne fait pas de politique, l'armée est neutre, elle est au service du peuple, c'est l'armée du peuple, c'est la digne héritière de la LN, elle est là pour protéger le pays. Mais ils n'ont jamais dit que l'armée est à la tête de l'État. Lui était président de la République, aussi truqué soit-il, mais il a fait une déclaration publique où il a dit l'armée est à la tête de l'État. Il l'a dit comme ça, littéralement. Non, mais on oublie aussi. Là, il a remercié l'État et à sa tête l'armée. C'est comme ça qu'il a dit. Mais Non, vous mais avez l'air- il a fait preuve d'une certaine cohérence. Oui, c'est vrai, mais fait preuve d'une il a mis certaine les pieds dans le cohérence. plat. Il a fait preuve d'une certaine cohérence. Et puis, à la limite, cohérence pour cohérence, on peut aller jusqu'au bout. Mais encore une fois, ça nous renseigne sur sur ce fameux lien d'allégeance. Mais quelle allégeance, mon Dieu. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va plus loin. Et c'est révélateur aussi de tous ces gens-là qui gravitent, qui vont continuer à graviter. On ne sort pas de ce système. C'est un tissu mafieux. On n'en sort pas. On n'en sort pas Une fois vivant, qu'on a du les moins. pieds dedans, on n'en sort pas. Et même Et quand ils sont en prison, ils font comme Al Capone, ils continuent à téléguider. Eh oui, la preuve. On en a eu, là. Voilà, vous savez, j'ai eu un proche parent qui a été militant du PRS et qui s'est retrouvé un certain temps. BRS, il s'est retrouvé, Boudiaf, c'est ça. oui, il s'est retrouvé en prison au Maroc. Donc lui, ne se retenant pas, donc il a commencé à vociférer puis à insulter le roi. Donc ses co-détenus qui étaient avec lui, ils lui ont dit écoute, tu peux insulter tout ce que tu veux, mais n'insulte pas le roi. Sinon, Alors- tu vas avoir Oui. de graves ennuis. Oui, mais en fait, non, même chez c'est eux, sans recours. c'était admis. C'est-à-dire que voilà, l'incarnation du roi avait un sens et tout. Chez nous, le régime, il a une pépinière. Il a une pépinière. Enfin, une pépinière en pluriel. Oui, oui, Il n'y a ça pas veut que les dire, gens qui viennent du DRS. Qui peuvent remplacer au pied levé n'importe qui, quoi. Voilà, donc il faut pas se voiler la face non plus. Tout le personnel qui a été nommé à la tête des daïras, des chefs de daïra, de wilaya, ce sont tous des gens qui ont un parcours commun, ils passent par les services. Non seulement ils ont été cooptés, mais pour la plupart, c'est le pur produit des services. Donc aujourd'hui, là, pour rompre avec ce tissu mafieux, puis on lui doit cette cohérence et cette sincérité. Pour ça, oui, cohérence. Mais moi, je vous trouve très bienveillant, c'est formidable. Moi, c'est moi qui suis bienveillante normalement d'habitude, la plus bienveillante. Vous avez l'air de penser que c'était de l'esprit de sa part, ou peut-être vous, je vous soupçonne de croire que c'était une bouteille jetée à la mer, un message subliminal. Mais non, ce n'est qu'une preuve de sa médiocrité. On ne dit pas des choses comme ça. Moi, je pense. à Vous voulez cette que je vous dise place-là. ce que j'ai pensé, moi? Non, Je vais vous le dire en termes très simples. oui, oui. Moi, j'ai pensé que c'était de la chita. La De chita. la chita faite à la casquette. Oui, mais c'est une bêtise. Comme il allait repartir en Allemagne et qu'il savait qu'il était sur le fil du rasoir, il a voulu faire de la chita pour qu'on ne l'évacue pas, c'est tout. Oui, mais c'est profondément bête s'il a fait ça Mais ça. c'est comme ça, mais il est bête, lui. Oui, mais c'est ça. Sinon, il n'aurait pas accepté ce poste, cette Non, mais- charge. Exactement. Les liens d'allégeance supposent des intérêts. C'est-à-dire que lui, il a aussi une progéniture qui est dans le business. Eh oui, Donc, la preuve, son fils, l'affaire de la cocaïne. Donc lui, à la limite, il se sait sur le départ. Donc il doit aussi le petit empire familial qu'il y a à côté, derrière. il doit le Donc, ménager, parce que doit sinon, il ménager aurait un peu des aussi. ennuis, quoi. Oui, tout à fait. Donc il faut voir un peu. Est-ce que les enfants de Khalnzar ont été inquiétés? Non. Enfin, si, mais ça a été réglé. Voilà. Donc, Ils ont est-ce été que- inquiétés, mais est-ce ça a que été tout réglé. Est-ce que tout l'empire de... Les fils de Gaït Salah aussi ont été Oui, inquiétés, bien ça a sûr. été réglé. Est-ce Le que fils de les- Tebboune, cocaïne, Non, alors, 700 kilos, ça a n'allons été pas plus réglé. loin. Mais tous les clients de Rabat Zahir, est-ce qu'ils ont été inquiétés? Non. Non, pas du tout. Donc à un moment donné, je pense qu'il y a ce lien d'allégeance, il se manifeste des fois. Et comment qu'il se manifeste? Publiquement, parce qu'il répond à un impératif de sauvegarde des intérêts. En fait, vous Pas êtes plus. beaucoup plus élégant que moi, qui dit chita, vous dites acte d'allégeance. Ça devrait se traduire de la même manière. Hein. Oui, mais Chita, c'est-à-dire que... La à chita est limite, un acte d'allégeance.
Non, mais je pense que si on devait lui décerner une médaille, je dirais qu'il a quand même la plus haute distinction dans la Chita. C'est pas un problème. Donc on a eu des gens qui sont spécialisés là-dessus. Et on en a encore. Hein. Ah oui, voilà. Pour ça, c'est un filon. Zobeida Assoul, en ce moment, il y a quelque chose qui étonne beaucoup les gens qui s'intéressent à l'Algérie, qui ne sont pas algériens, notamment ici en France. Les gens ne comprennent pas que dans un tel scénario, un président totalement absent, fantomatique, dont on ne sait rien, et qui pourtant vient après un président qui a été très longtemps malade et qui ne s'exprimait même pas, qui avait fait sa campagne électorale à travers un cadre, un portrait. Et donc, les gens qui connaissent l'Algérie sont très étonnés, non pas par le fait en lui-même, mais par la non-réaction de la société civile. Rien, il n'y a aucune réaction à cet immense scandale. Ni les partis politiques, ni la presse, ni les soi-disant prétendues institutions, ni les habituels observateurs. C'est incroyable, c'est un silence radio, c'est un véritable blackout sur une situation qui aurait dû provoquer un tollé. Comment l'expliquez-vous, Zobeida Assoul? Moi, j'ai envie de rebondir sur la vacance du pouvoir. Parce qu'en fait, non, moi je l'avais dit, beaucoup de gens de l'opposition le disaient depuis déjà la première période de sa maladie, quand il est parti la première fois en Allemagne. Donc, on avait dit qu'on était dans une vacance manifeste du pouvoir, parce que l'Algérie ne pouvait pas rester sans président, de par les pouvoirs totalitaires et absolus qu'a le président, et que le pays allait être bloqué. Aujourd'hui encore, c'est beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce qu'avec l'amendement de la Constitution qui est maintenant devenu effectif, après sa publication au journal officiel le 30 décembre passé, donc aujourd'hui, Tebboune qui s'est donné, en plus de ce qu'il a comme pouvoir, il s'est arrangé pour avoir le pouvoir réglementaire entre ses mains. Ça veut dire que le Premier ministre n'a aucun pouvoir. Il ne peut arbitrer ni décider de quoi que ce soit. Bouteflika, avant lui, il l'exerçait, mais il n'était pas parti jusqu'à le mettre dans la Constitution, dire que le pouvoir réglementaire revient au président de la République. Aujourd'hui, on est dans cette situation. Donc, effectivement, nous sommes dans une situation de vacance absolue, avérée, de pouvoir. Parce que si le président n'est pas là, toutes les institutions, y compris les institutions consultatives, y compris le gouvernement, y compris le Premier ministre, il ne peut rien faire en l'absence du président de la République. Donc effectivement, le pays est encore revenu à une situation de blocage que nous avons vécu avec Bouteflika de 2013 jusqu'à fin 2019. Donc ça, nous l'avons dénoncé, nous continuons. La semaine passée, j'étais l'invité de Radio 1 sur le CPP, j'avais dit, il est où ce président? Il est où? D'abord, on ne sait pas. Le peuple n'a pas le droit. Par contre, on voit que ce président, dès qu'il a une possibilité de parler, il parle avec Macron. Maintenant, vous parlez des gens qui sont à l'extérieur. Moi, je pense qu'il ne faut plus se faire d'illusions, il ne faut plus poser ce type de questions, parce que beaucoup on va dire, de pays occidentaux qui ont des intérêts dans notre pays, ces gens-là sont très à l'aise avec ce système, parce qu'il leur permet d'avoir ce qu'ils veulent au moindre coût, pour ne pas dire gratuitement. Donc, quand vous voyez qu'aujourd'hui, l'Algérie forme des médecins, des ingénieurs informaticiens, des juristes, des avocats, et qui partent, que la France ou d'autres pays récupèrent gratuitement sans dépenser le moindre centime, je pense que c'est ça le néocolonialisme. On est encore colonisé, et cette fois-ci on est colonisé d'une manière plus pernicieuse et plus vicieuse, parce qu'on délaisse le pays de toutes ses compétences, de son trésor de ressources humaines qui part ailleurs et qui laisse le pays vraiment entre les mains de gens qui n'ont pas vraiment la compétence pour le diriger convenablement. Quand vous regardez la réaction de Macron
qui soutient Tebboune déjà quand il était la première fois hospitalisé. Et cette fois-ci, dès qu'il arrive en Allemagne, encore il passe un coup de fil ou Macron lui passe un coup de fil et il discute Mais avec justement, lui. Je ne comprends pas. Zobeida Les Assoul, Algériens ne peuvent pas comprendre. justement, excusez-moi de vous interrompre parce que vous venez de susciter dans mon esprit une question très, très intéressante, très importante, pardon. Tebboune, qui est soutenu par Macron, pourquoi Macron exprime-t-il son soutien de cette façon à M. Tebboune? Est-ce pour faire pencher la balance entre les deux clans qui se bagarrent pour ou contre le fait d'évacuer Tebboune? Est-ce que M. Macron, d'une certaine manière, s'ingère dans les affaires algériennes en disant « je soutiens Tebboune » de cette façon, en disant de lui qu'il est courageux, qu'il faut l'aider? Est-ce que Macron veut faire peser la balance en faveur de ceux qui sont pour le maintien de Tebboune? Moi, j'ai envie de dire que la France officielle, la ligne éditoriale de la France dans ses relations avec l'Algérie, c'est qu'ils ne voudraient pas qu'il y ait en Algérie une démocratie, ils ne voudraient pas qu'il y ait en Algérie une classe dirigeante compétente qui peut traiter avec eux d'égal à égal. Et au contraire, ce qui les intéresse, c'est de maintenir le système. Et aujourd'hui, la symbolique du système, c'est le chef de l'État, c'est Abdelmadjid Tebboune, alors que Macron, il n'est même pas de la génération de Tebboune, il n'est même pas, je pense qu'il ne doit pas le connaître particulièrement bien. Mais si on se rappelle qu'en 2017, quand Tebboune est parti en vacances, il a fait quand même un saut. Il a été reçu par le Premier ministre à l'époque, Philippe Edouard, je pense. Et donc les choses, quand même, la France est très, très, très au fait de ce qui se passe en Algérie et veille à ce que l'Algérie soit toujours sous la coupe de la France. Donc l'Algérie, moi, je pense que c'est surtout dans cet esprit. L'Algérie sous la coupe de la France. Alors, question très intéressante aussi, que vient de soulever Zobeida Assoul. Non, ça veut dire pourquoi est-ce que la France, qui devrait ne pas s'ingérer dans les affaires algériennes d'abord, ensuite, ou à la limite, qui devrait plutôt essayer de soutenir les aspirations légitimes du peuple algérien, mais sans s'ingérer, pourquoi fait-elle tout pour maintenir à la tête de ce pays un régime mafiocrate, un régime prédateur, un régime gérontocrate, alors que, à Dieu ne plaise, si ça explose en Algérie, la France va recevoir des contre-coups terribles. Mais justement, il pourquoi alors pourquoi jouer ainsi, être aussi contre-productif, y compris contre les propres intérêts de son propre peuple? Pourquoi? Bon, d'abord, un président, ça fait de la diplomatie, de président à président. Ouais. Et donc, ça commence déjà là. On doit exercer une forme de politesse politique. Ensuite, regardez... ça va au-delà. Ça va au-delà. C'est évident. Quoi, alors, l'Algérie est en Afrique. Et la France-Afrique n'est pas une vue de l'esprit. Là, oui. Pourquoi voudriez-vous que la France-Afrique n'existe que dans une partie de l'Afrique? Nous sommes aussi l'Afrique. Voilà, ça ne nous plaît peut-être pas, c'est pas très glorieux. Mais c'est contre-productif pour les intérêts à moyen terme. Mais je raisonne, il faut me laisser aussi. Oui, mais on discute oui, à bâton rompu. Oui, et rompu. Oui. Et donc, Macron, d'un côté, ils ont peur des migrants nord-africains et africains subsahariens, etc., bien sûr. Mais en même temps, ils doivent ménager le chou et la chèvre. Alors, avec le Covid, avec les problèmes économiques, tout ça fait très peur. Et donc, l'ingérence, bien sûr qu'elle est de mise, elle ne s'est jamais interrompue, qu'elle soit flagrante ou pas. D'où tenez-vous que les Français, enfin pas les Français, pas le pays ni le peuple, mais d'où tenez-vous que la France voudrait que les Algériens vivent dans un pays démocratique? Ça ne les arrange pas vraiment. C'est même contre leurs intérêts économiques. Et nous sommes dans une France où les intérêts économiques priment. Regardez, la France et d'autres pays d'Europe
et même ailleurs, sont en ébullition. Je ne vous parle pas seulement des gilets jaunes, regardez la loi de sécurité globale, etc. Vous ne vous rendez pas compte, Macron devait annoncer, parce qu'ils avaient préparé l'opinion publique, en organisant des fuites. Maintenant, on sait comment ça s'organise. Hein. On lance des fuites, on laisse palabrer sur les plateaux de télé, et puis ensuite on annonce pour dire on n'a pas eu le choix. Donc c'est ce qui était censé se produire il y a quelques jours. Hop, coup de Trafalgar, un jour avant, non, il n'y aura pas de confinement, etc. Pourquoi ? Parce que les Français sont en colère, et pas seulement les Français, dans d'autres pays aussi. Même ces pays-là que nous percevons peut-être à partir de l'Algérie comme des pays stables, puissants, etc. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas puissants, tout est relatif, mais enfin, ils ont des populations qui en ont marre. On vous parle de taux de suicide, on vous parle de colère, vous voyez bien que les gens sortent. C'est une situation pré-insurrectionnelle, et ce n'est pas moi qui le dis, je ne sais pas, sur LCI, sur... voilà, et tout un tas d'autres chaînes comme ça. Ce n'est pas un tabou qu'en haut lieu, même en France, ils ont les chocottes. À croire que tout ce qui nous arrive, j'ai dit à croire que tout ce qui nous arrive, il y a un fil conducteur entre les peuples de ce monde. Il y a une colère, il y a une crise économique, des tensions sur les produits de base, etc. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir où va aller ce Hirak. Est-ce qu'il va rester comme il a été, voilà, Silmiya, souriant, etc. Ou est-ce qu'on n'est pas en train de nous acculer, nous les Algériens, à passer à autre chose? Pour Alpha, dans le même ordre d'idées, moi j'entends bien que tous les pays, tous les États ne pensent qu'à leurs propres intérêts. C'est tout à fait légitime que la France pense à l'intérêt de la France, que l'État français, je veux dire, ne pense qu'à l'intérêt de la France, j'entends bien. Mais comme si généralement ce sont des relations qui influent les unes sur les autres, sur les relations elles-mêmes, j'entends. Donc, la logique voudrait que l'État français se dise oui, peut-être qu'à court terme nous y gagnons en pressurant ce pays, en gardant à sa tête des proconsuls qui travaillent pour nous, pour nos intérêts, mais qu'à moyen terme, qu'à long terme, ça va être terrible. Je ne serai peut-être plus là, moi, en tant que président, mais il ne faut pas que je laisse la patate chaude, la patate brûlante, à celui qui va venir après et qui va avoir affaire à raz-de-marée, un tsunami migratoire, qui va avoir affaire à une haine qu'on aura réveillée contre le peuple français parce que l'État français aura été le complice d'un régime mafiocrate et prédateur. Qu'est-ce qui empêche l'État français d'avoir une vision autrement plus saine de ses relations avec, j'allais dire, le véritable État algérien, plutôt que de continuer avec une mafiocratie? C'est la culture du pouvoir. Il y a d'abord un environnement géopolitique dans lequel l'Algérie baigne. Et puis, les institutions politiques qui sont liées au pouvoir dans des pays démocratiques, dans les pays occidentaux, sont mues par un fondement qui est la raison d'État. Donc la raison d'État n'a pas le temps de s'embarrasser d'état d'âme, de projection morale. C'est même pas moral, c'est une question de simple intérêt, mais à moyen terme. Oui, mais plutôt qu'à très courte vue. Parce qu'aujourd'hui, la situation, c'est-à-dire que l'accélération de l'information, ils ne peuvent plus faire de projection sur du long terme. Ils ne peuvent pas. L'instabilité politique, le phénomène qui a accompagné, de toute façon, les gens avaient prédit que ce qui allait accompagner la décolonisation, les phases de démocratisation des anciennes colonies allaient prendre du temps. Et ce temps-là a été mis à profit par les réseaux France-Afrique, parce qu'il fallait contrôler la filière du cacao, du café, de la banane, de l'uranium aussi, surtout en partie, d'où la présence aujourd'hui de la France au Mali. Donc il ne faut pas se voiler la face. Ils ne veulent pas le bonheur des Maliens, il faut le dire. Il faut le dire. Ouais. Les essais nucléaires français, ils n'ont pas arrêté en 62, ils ont arrêté en 89 75, ils sont arrêtés. Les derniers, ils y sont encore. Et il y a aussi, dans ces pays démocratiques, dits démocratiques, il y a une diplomatie parallèle.
Il y a une diplomatie parallèle. Notamment le fameux lobby financé par le régime algérien, le lobby pro-algérien qui serait très, très efficace et qui aurait le bras très long. Mais c'est là aussi où on doit se méfier parce que il faut qu'on se méfie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un mouvement révolutionnaire qui veut faire partir ce régime. C'est pour ça qu'il faut dégager une vision. Il faut qu'une vision soit dégagée. Moi, je remercie notre camarade Ali Edjoudi, qui est à la tête de notre ONG Riposte Internationale, qui a réussi quand même à organiser quelque chose l'année dernière. On a réussi à avoir quelques acteurs du mouvement révolutionnaire ici à Paris. On a organisé une journée, plusieurs personnes sont venues d'horizons différents. On a eu une journée, un riche débat avec des tensions, bien sûr, parce qu'il y avait des visions qui s'entrechoquaient. Mais le constat était fait qu'il faut que ce mouvement puisse faire ce bond, se retrouver, avoir cette capacité d'accompagner lui-même la transition. Parce que la rupture avec les formations politiques qu'il y a jusqu'à présent et le personnel qui l'accompagne est inéluctable. C'est un impératif historique. Donc, pour revenir à ce que disait Madame, ce bond va déterminer notre rapport par rapport à l'après-système. Parce que le système, de toute façon, il va tomber d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il a atteint les contradictions qui sont les siennes. Et dialectiquement, quand quelque chose atteint ces contradictions, elle disparaît. Parce que le système a produit lui-même les éléments de sa propre antithèse. Il les a créés parce que l'élan révolutionnaire, il n'est pas né. C'est des lames de fond qui ont traversé la société. C'est une sédimentation, pas uniquement de colère. Aujourd'hui, les gens ont des esquisses à peu près de l'Algérie de demain. C'est un moment de refondation national profond qui va toucher l'ensemble des questions. Ce n'est pas une question, ce n'est pas une confrontation de projets de société. Mais pour revenir à tout ça, ne vous attendez pas à ce qu'un dirigeant de la France, de l'Allemagne, va, ne serait-ce qu'un instant, imaginer qu'il y ait des institutions démocratiques en Algérie, parce que les rapports de soumission, les rapports de subordination, les rapports équivoques des intérêts vont être remis en cause. Tout cela va être remis à plat. Donc, ils ne veulent surtout pas s'embarrasser de quelque chose de cette nature. Et ils ne sont possibles que dans ce terreau. Exactement. Ces choses-là. Alors, dans ce marécage. Oui, oui. Je voudrais vous rappeler quand même quelque chose. Nous sommes à Ouras TV, ex-El Maghrebia. Rappelons-nous quand même des fois que l'ingérence française serait considérée comme une vision de l'esprit, comme il est d'usage, trop souvent. Je vois ce que vous allez dire. Je vous en remercie par avance. Je vous en prie. Eh bien, je me souviens de ce document que j'ai pu voir, qui admettait, on parle d'un document d'Eutelsat, Oui. Eutelsat qui est un consortium européen avec donc des actionnaires privés, mais surtout publics. Et la France est à plus de 20%, je crois 26%. C'est la BPI, c'est la banque publique qui oui, une banque en publique plus. à hauteur de 54%. Voilà, et donc, Et qui a chassé le l'actionnaire majoritaire a reçu, donc là, d'abord l'État français a reçu une demande de l'État algérien de faire taire cette chaîne. On en pense qu'on veut, mais les faits sont têtus. Elle a été considérée comme, les gens scandaient dans le Hirak, Qanat al-Shab, la chaîne du peuple. Pourquoi? Parce que pendant que le 22 février ou le 3 mars, je ne sais plus, le NTV était occupé à passer un laconique et très beau reportage sur les Fougara, comme par hasard, vraiment, c'est celui qui a programmé ça a beaucoup d'humour, avec le Fakakher. Eh bien, ce jour-là, le Maghrebia est en train de se comporter comme Qanat al-Shab, parce que tous les gens qui envoyaient un live comme ça durant les grandes marches, eh bien, ont pu être diffusés sur Al-Maghrebia parce qu'ils n'ont pas de communauté sur les réseaux sociaux, etc. Donc, étant donné que l'État algérien peut demander à l'État français, qui peut demander à Eutelsat de faire taire Qanat al-Shab, franchement, pourquoi est-ce qu'on se pose des questions? Il y a bien ingérence. En effet. Alors, dernier tour de micro, Zoubida Assoul, j'aimerais que nous puissions parler du Hirak dont tout le monde parle
les réseaux sociaux sont quasiment en train de devenir une tribune populaire où on ne parle que du Hirak et où il y a aussi, il faut le dire, beaucoup de doubab, ces trolls envoyés par le régime pour essayer de casser les dynamiques solidaires. Et donc, Zoubida Hassoul, qu'est-ce que vous pensez de la reprise éventuelle du Hirak dont l'anniversaire arrive bientôt, le 22 février 2021? Zoubida Hassoul. Je pense que le Hirak ne s'est jamais arrêté. Le Hirak, en tant qu'esprit et volonté, détermination de rompre définitivement avec le système en place et d'aller vers la construction d'un État institutionnel où le droit prime, où il y a une justice indépendante, où il y a des libertés pour tous les Algériens et les Algériennes. Donc ce Hirak, il a continué. Par contre, les marches pacifiques, hebdomadaires qu'on faisait, aussi bien nous qui habitons en Algérie, mais aussi tous les Algériens qui habitent à l'étranger, notamment en France, parce que c'est la plus grosse communauté à l'étranger. Donc, ces marches-là, j'ai été personnellement, en tant que chef de parti, parmi les responsables politiques qui avions appelé à la suspension temporaire des marches parce qu'on craignait une propagation énorme de la pandémie Covid-19. Donc oui, ces marches-là se sont arrêtées. Malheureusement, ce Covid et toutes les mesures sanitaires ont été utilisées et abusivement par le système pour casser justement la dynamique du Hirak. Mais le Hirak a continué, les débats se faisaient, vous avez bien vu, il y a beaucoup de débats sur les réseaux sociaux qui s'organisent entre les Algériens et les Algériennes, de tous bords, de toutes les régions, mais aussi en Algérie à l'étranger, avec des politiques, avec des activistes de la société civile, avec des Hirakistes, mais aussi le travail au quotidien. Nous n'avons jamais cessé de le faire. Maintenant, moi, je suis sûre, et je l'avais bien dit sur votre plateau auparavant, que je suis certaine que le Hirak va revenir dans sa formule marche pacifique. Sauf que cette fois-ci, saison 2, ça sera autrement, je pense. Ça sera autrement parce que d'abord, il y a une accumulation d'expérience, il y a eu une maturation, il y a eu une connaissance. Les Algériens maintenant se connaissent. Les Algériens maintenant savent clairement quels sont les enjeux. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce que nous devons faire passer en premier? L'enjeu, c'est l'Algérie. L'enjeu, c'est construire un État algérien basé sur les institutions. Mais Zoubida Hassoul, le régime ne dort pas sur ses lauriers. Le régime est aux aguets. Il est en train de tout faire pour essayer de briser cet élan, ce mouvement citoyen. Il ne pourra rien faire. De toutes les manières, vous savez pourquoi, si jamais? Parce que la force du Hirak, c'est les marches pacifiques, c'est que ce sont des marches pacifiques. Donc là, vous ne pouvez rien vis-à-vis de l'opinion nationale qu'internationale, un peuple pacifique qui n'a pas cassé une lampe durant plus d'une année de marche à travers le pays par des millions d'Algériens et d'Algériennes. Je pense que c'est ça la force. Mais aujourd'hui, encore mieux, je pense que la vision est claire chez la majorité des gens du Hirak qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est absolument d'aller vers la construction d'un État. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est plus un État, c'est autre chose. Alors la nécessité de construire l'État des institutions, l'État algérien fort qui doit être au service du peuple algérien et de ses intérêts, et de pouvoir hisser l'Algérie à la place qui lui revient de droit, c'est-à-dire un pays puissant dans la région. Ça, c'est possible, c'est faisable, et c'est le peuple qui le décide. Restez avec nous, Zoubida Hassoul, jusqu'à la fin de l'émission. Mes chers amis, nous atteignons bientôt la fin. Vous avez 3 minutes chacun pour essayer de nous parler du Hirak. Comment vous le voyez? Est-ce qu'il doit reprendre de la même manière? Est-ce que vous en espérez beaucoup? Est-ce que vous craignez des traquenards? Vous craignez qu'on lui tende des choses et d'autres? Étant donné
que la violence, c'est le seul langage que s'est pratiqué l'État profond. Nous arrivons devant un écueil, celui des tensions économiques qui font que les gens sont très en colère et leur vie est très rude. Et donc, vous voyez, moi je me méfie beaucoup, enfin j'aime beaucoup ce qu'a dit Madame Assoul, et il y a de quoi s'enorgueillir, bien sûr, la Silmiya, c'est Taj Rasna. Ça nous honore tous. Cependant, nous avons pu voir ce qui est arrivé au siège de la Sonatrach. Je trouve que c'est cousu de fil blanc. Parce que c'est pas comme ça que ça doit se passer. Je veux dire, c'est pas un club de foot qui va faire ça comme ça. Donc, méfiance, méfiance. Tous les stratagèmes ont été tentés. Nous sommes face à des apprentis sorciers. Et donc, quand nous voyons des jeunes comme ça faire ce qu'ils ont fait, nous devons collectivement les appeler à la tempérance. Parce que jusque-là, c'est ce qui a fait que le Hirak soit arrivé à son 2e anniversaire et à bord de la 3e année. D'autant que... partout, que ce soit en Algérie ou ici. Donc méfions-nous, ne soyons pas naïfs et respectons ce que nous avons déjà fait jusque-là. Cette hyper-adaptation a fait la force du Hirak, même avec le Covid, sous le le Hajr Sahi, le confinement, etc. Le Hirak s'est adapté et a changé de méthode le temps que tout cela passe. Et donc continuons comme ça et faisons la même chose sous les tensions économiques pour que le Hirak ne se transforme pas en révolution du pain, en révolution sociale et économique. Boukhalifa. Je me permets juste de faire un petit rappel. Vous vous souvenez quand on parlait de cette ambiance pré-révolutionnaire, quand le régime faisait la chasse aux animateurs des cafés littéraires? Oui. C'était 2017, oui. 2018. Donc, il faudra renouer aussi avec ces traditions. Je pense que les acteurs vont trouver les voies et moyens de s'organiser. Parce qu'il faudrait qu'on trouve les cadres où on puisse se parler. Non pas se parler uniquement en tant qu'acteur révolutionnaire, mais se parler en tant qu'Algérien, de tous bords. Parce que là où il y a un point sur lequel je ne souscris pas avec Zoubida Assoul, c'est cet impératif. Aujourd'hui, je pense que le mouvement révolutionnaire ne doit plus être l'otage d'une vision d'impératif. Non. L'impératif, oui, c'est l'Algérie, mais les différents acteurs doivent mettre l'ensemble des questions sur la table. Ce n'est pas... On ne va pas évacuer un certain nombre de questions profondes et fondamentales en disant qu'on va les laisser à des compétitions électorales. Je pense notamment, je le dis sans esprit de tutorat ou de quoi que ce soit, si les acteurs révolutionnaires ne posent pas le problème des institutions, du pouvoir, de tout ça, je souscris à cette vision, mais il faudra aussi poser le problème du statut de la religion, de la femme, de la vision de quelle société nous voulons. Après ou avant? Parce que cette histoire de préalable dérange beaucoup de monde. De manière concomitante. Pourquoi? Un consensus ou des préalables? Non, moi je n'aime pas le mot préalable, parce qu'il a une connotation exclusive. Absolument. Il a une connotation. Je pense que d'abord... Sommation, c'est une sorte de... Le consensus se construit. Consensus se construit. Je le dis et j'assume ce propos. Je pense, la question que je me pose, et que se posent certains, y a-t-il une possibilité qu'en Algérie, que le mouvement islamiste se transforme en mouvement conservateur? Je dirais tout simplement, c'est possible, mais c'est à eux de répondre à cette question. Ce n'est pas à moi. Absolument. Ce n'est pas à moi. Donc ces questions-là doivent se poser. Je ne peux pas dire que oui, il y a des impératifs qui sont là, mais on ne peut pas éluder ces questions. Parce que le consensus se construit. Le consensus doit se faire, non pas sur le dos d'un certain nombre de questions, non, parce que nous avons des questions fondamentales. Je ne dirais pas qu'on va les régler en tant qu'acteur, mais créer un cadre où on puisse échanger. Aujourd'hui, le débat est éternellement à happening. Je ne peux pas réduire aujourd'hui
le débat à l'intérieur du mouvement révolutionnaire à des articles que produit le docteur Saïd Saadi et M. Zetout lui répondant de ce côté-là. Je ne peux pas réduire, c'est d'une pauvreté affligeante. Si aujourd'hui on est appelé à revivre cette bipolarisation, avec tout le respect que je peux avoir pour ces deux acteurs, à leur parcours et tout, mais je ne veux pas que le débat, moi je ne souhaite pas que le débat soit l'otage de cette vision de poser les problèmes. Et il faudrait que les acteurs puissent aussi s'approprier ce débat. Et encore, ceux que vous avez cités ne sont même pas l'expression de la polarisation extrême. Parce que, pour reprendre ce dont nous parlions tout au début, nous aurons peut-être un président amputé. Je lui souhaite un prompt rétablissement et que ce n'est pas vrai. Mais en tous les cas, ce qu'il faudrait, c'est que notre hirak et que notre avenir ne soit pas, lui, amputé. Cette révolution doit absolument être inclusive. Merci beaucoup, Yasmina Karima Benini, Boukhalifa Ben Mamar, Zoubida Assoul. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. J'aurais retenu une parole de ce que vient de dire Boukhalifa, c'est que les Algériens, au-delà de vouloir débattre les uns avec les autres, doivent d'abord commencer à se parler. Merci beaucoup. Khawala khair, bislama.